toujours avec notre consultant maison, celui qui porte la parole du PDC RDA et de son président, l'honorable, le docteur Brédoumi Soumaïla Traoré, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Honorable, l'actualité récente du PDC RDA et de l'opposition, c'est le meeting de la coalition pour l'alternance pacifique, CAPSI, qui s'est tenu à Yopougon le week-end dernier. Il y a eu plusieurs messages des leaders de l'opposition. Que retenir? Merci, madame. Vous savez que l'objectif des Ivoiriens aux gens majorité, surtout de tous les sympathisants et les militants de l'opposition, c'est d'arriver à des élections paisibles, transparentes, inclusives, et dont les résultats ne sont pas contestés par le perdant ou les perdants, et que le gagnant, le vainqueur, soit félicité. Dans ce cadre, nous avons, avec nos partenaires, 24 autres partis politiques, organisé ce qu'on appelle la CAPSI, la Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Et la première activité visible, c'est cette sortie, pour poser un certain nombre de problèmes qui concernent les Ivoiriens. Il s'agit de la liste électorale. Cette liste électorale qui n'est pas consensuelle, qui pose problème, où il y a des gens qui doivent y être, qui n'y sont pas, et des gens qui ne doivent pas y être, qui y sont. Donc, nous avons demandé ensemble avec cette coalition que la liste électorale soit auditée, que conformément aux tests et aux lois, qu'il y ait une nouvelle révision de la liste électorale, et que ceux qui sont exclus de la liste, les grands leaders, soient réinscrits là-dessus. Voilà en général le contexte dans lequel ce meeting a été fait. Et les messages ont été donnés par le ministre Kaïrik, par le président, premier ministre Afinguessan, par M. Ezalé du PDCI RDA et par Mme Gbagbo. Et donc, de manière avec surprise, comme toujours, le président du PDCI RDA a intervenu de loin grâce à la technologie et à la technique moderne. Et le président donc a conclu aussi en disant que un certain nombre de problèmes qui sont posés risquent de compromettre durablement la paix en Côte d'Ivoire. Et il a dit, tout ce qui se passe, les Ivoiriens ne sont pas idiots. Et il faut qu'on arrive à comprendre un dialogue politique qui puisse permettre à tout le monde de s'asseoir, de s'accorder sur un minimum pour que nous allions. Voilà le combat que mène CAPSI Côte d'Ivoire en liaison avec le PDCI RDA. La nouvelle de la radiation de notre champion est tombée comme un coup péri dans la nuit du 3 au 4 juin. Quelle est votre analyse, monsieur le porte-parole? Madame, je profite pour dire que le samedi 11, nous allons faire une grande conférence de presse à la maison du PDCI RDA pour faire une analyse de la situation. Mais en attendant, ce qu'on peut retenir, il faut d'abord dire que le président de la commission électorale indépendante a proclamé les résultats, puisqu'il a dit que ça va sortir, et c'est sorti de la liste électorale. Nous avons constaté que la liste, le nom du président Tidjane Thiam a été sorti de la liste. Parce qu'il faut faire la différence. Il y était. Oui. Et ça a été sorti. Au premier tour, il y était. Ça a été sorti. Et ça a été sorti sans explication claire, puisque nous étions en justice. Donc, on se rend compte que c'est les décisions de justice qui ont permis au président de la CEI d'extraire le nom du président Tidjane Thiam sur la liste. Nous nous attendions plus ou moins à ça, parce que le président Tidjane Thiam fait peur. C'est le vrai problème, c'est ça. Il fait peur, comme je l'ai dit ici, et les gens ne croient pas. Tous les sondages que nous avons à notre vie, au niveau international comme national, font que si le président Tidjane Thiam, même avec leur liste corrompue, mais il va passer. Donc, il faut éliminer ce candidat. Il faut éliminer aussi les autres candidats majeurs, comme le président Laurent Gbagbo, comme le Blé Goudé, comme Soro Guillaume. Et en ce moment-là, ce qui restera, c'est de prendre un décret pour nommer celui qui va être président. Si on enlève tout ce monde-là. Donc, moi, je pense que ça ne nous a pas surpris. Mais ce qui nous a surpris quand même, c'est la précipitation avec laquelle on a donné, on a publié cette liste. Parce que, rappelons-nous, que le président de la CEI avait dit que le calendrier qui a été établi était fait en accord avec les partis politiques. Nous l'avons contesté. Oui. Et que ce calendrier faisait que on allait publier la liste le 20 juin. Que se fait-il que le 4 juin, on vient publier sans avoir eu la concertation avec les partis politiques? Qu'est-ce qui a précipité cela? Donc ça nous pose cette question. Mais nous notons que, avec tous les arguments que nos avocats ont donnés relativement au cas du président Tidjane Thiam, la justice a quand même tranché en dehors des règles de loi.
Donc c'est contre les droits humains, contre la justice. Et madame, je suis désolé de le dire. Moi, je viens de faire un séjour à l'extérieur. Avec ce qui se passe, notre justice, pas nos juges, notre justice est en train d'assombrir son image à l'extérieur. Et je pense que nous avons le devoir ensemble pour rallumer la flamme de la justice ivoirienne. Parce que soustraire des gens à ce niveau-là, ça paraît un peu surprenant. Dire aussi que on va faire la révision de la liste électorale après les élections. Quand les gens entendent ça de l'extérieur, ils se demandent bien si c'est de la Côte d'Ivoire on parle. C'est surprenant, honorable, mais c'est déjà fait. Qu'est-ce que le PDCI compte faire? Le PDCI déjà, vous savez, nous sommes dans un monde ouvert. Et le PDCI a déjà saisi un certain nombre d'organes pour, conformément à notre vision, de négocier jusqu'au bout. Et le président du parti a saisi donc le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le président a fait donc un communiqué à l'ensemble de nos partenaires. Et vous allez peut-être, on va en parler si vous voulez bien, par rapport à ce que la DOUA a fait. Oui. Donc nous allons saisir cela. Et je pense que la Côte d'Ivoire ne peut pas doit faire l'économie des crises, l'économie des violences. Nous revendiquons tous qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un compromis, comme on l'a fait pour les années passées, pour que cette élection aille loin. Sinon, nous allons droit dans le mur. Ce régime qui nous gère aujourd'hui a réussi à faire passer la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière, qui marque la mauvaise gestion. La Côte d'Ivoire, avec un pays à visage de blanchiment d'argent, à visage de corruption, à visage comment on appelle, de trafic de drogue. Et aujourd'hui, sur le plan judiciaire, on est en train de mettre encore sur une grille sombre. Donc, ce n'est pas à l'honneur des Ivoiriens. Et il faut qu'on s'asseye pour le faire. Si on continue comme ça, sans autre forme, en voulant faire un passage à force, nous allons droit dans le mur. Et ce n'est pas bon pour l'opposition comme pour le pouvoir en place. Oui, n'allons pas droit dans le mur, monsieur le porte-parole. C'est vrai que vous avez conduit des déclarations. Le PDCI a fait des déclarations. Mais j'ai envie de vous redemander, à part les déclarations, que compte faire l'opposition face à cette forfait? Mais l'opposition va commencer déjà, comme vous avez vu dans la déclaration. Nous allons passer à des mouvements qui sont inscrits de par la loi dans la Constitution. Et nous allons pousser jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Même le jour des élections, si nous ne sommes pas sur la liste, nous ferons ce que nous savons faire. C'est de revendiquer de manière démocratique. Madame, je vais profiter de l'occasion pour dire à tous nos militants, tous nos sympathisants, tous les Ivoiriens, le président Thiam sera sur la liste électorale. Vous y croyez? Le président Thiam sera sur la liste, là, il va compétir, il va gagner. Et ça, je demande aux Ivoiriens de ne pas désespérer. C'est moi qui vous le dis, je ne suis pas Dieu, sauf Dieu peut décider. Mais si le président Thiam, le président Gbagbo et autres ne sont pas sur la liste électorale, alors on a le choix entre deux choses. C'est qu'il n'y aura pas d'élection ou bien qu'on décrète que quelqu'un est élu et nous allons tous nous asseoir pour le recevoir. Nous avons eu quelques échos de votre récente mission en Europe à travers des reportages. PDCI TV vous a même eu en ligne sur notre plateau. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous avoir sur notre plateau. Dites-nous, comment s'est passée votre mission? Madame, nous étions donc en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment en Europe, avec notre président, le président Cheikh Tidiane Thiam, pour faire connaître le point de vue du PDCI RDA sur l'actualité nationale et surtout la vie des Ivoiriens et les conditions dans lesquelles les élections à venir se préparent, conditions que nous estimons ne pas être conditions propices à des élections inclusives, paisibles et transparentes. Donc, nous étions d'abord à Bruxelles, en Belgique, pour deux raisons. La première raison, c'est participer donc à un meeting de soutien au président et qui manifeste donc le ras-le-bol des militants de la diaspora par rapport à l'exclusion, je dirais même aux exclusions qui se font pour les élections de 2025. Donc nous avions participé donc au meeting à Bruxelles et vous avez eu les échos avec les thèmes, avec les pancartes et puis les affiches. Le président du PDCI RDA a fait une incursion parce que son programme devait lui permettre d'aller à Paris pour assister à une messe à la mémoire du président Kobli Boni. Il n'a pas pu donc assister à tout le meeting, mais il y a fait un crochet qui a été beaucoup apprécié par les militants à ce niveau-là. Et le président du groupe parlementaire PDCI RD et moi-même avons pu joindre donc l'équipe qui organisait ce meeting et nous avons fait une adresse à la diaspora et au monde entier, surtout aux Européens, pour comprendre les situations dans lesquelles les Ivoiriens vivent et qui, de loin,
n'est pas souvent perçu en réalité. Donc il fallait donc expliquer à cela. Profitant donc de notre présence à Bruxelles, nous avions donc soumis à la Commission de l'Union européenne une motion qui expliquait donc les conditions que nous estimions propices à l'élection présidentielle pour 2025. Et j'ai donc dirigé l'équipe de la diaspora à la Commission européenne pour remettre cette commission-là. Et nous avions 15 minutes pour expliquer la situation, mais suite aux questions que les gens posaient, nous sommes allés jusqu'à 1h30. Donc nous avons pu exposer cela et c'est très important. À Bruxelles, il y a eu un autre événement qui concerne le Forum 2025 des International Democracy Union, IDU. IDU est une organisation des grands leaders du centre droit qui ont donc initié ce grand forum qui réunit donc tous ces leaders européens dans le monde, en Afrique aussi, pour pouvoir définir et s'accorder sur un ensemble de principes de développement économique par rapport à partir de la démocratie, du centre droit, et qui doit impacter positivement les peuples. Et je rappelle que les grands fondateurs sont les Madame Margaret Thatcher des Tories de Grande-Bretagne, Ronald Reagan, Jacques Chirac de l'Europe, et donc notre parti est membre de International Democratic Union. Et à ce titre-là, le président Thiam, nous l'avons accompagné là-bas. Il y a eu beaucoup de rencontres. Je vais taire donc les personnalités que nous avons rencontrées pour garder la discrétion de ces personnalités. Pour garder la discrétion, vous devez juste nous dire quelle est la perception que l'extérieur se fait de la situation de la Côte d'Ivoire. Madame, il y a deux aspects. Il y a certains qui, de par la communication faite par le pouvoir, ça il faut reconnaître, perçoivent la Côte d'Ivoire comme un oasis dans le désert, tout va bien, il y a un progrès économique, il y a une croissance économique, nous sommes un pays stable par rapport aux autres pays de la sous-région. Et cet aspect-là, il y a certains qui y croient encore. Et il y a d'autres, par contre, qui sont régulièrement en Afrique, qui reconnaissent la pertinence de nos propositions, qui fait que il y a des abus des droits de l'homme, il y a un impact négatif, sinon insuffisant, sur le progrès humain, et notamment l'indice de développement humain, et surtout les problèmes de disparité et de non-inclusivité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui a été notre point fort. Nous avons donné à chaque personnalité rencontrée, à chaque groupe de lobby, nous avons expliqué la situation. Et les gens ne comprennent pas surtout quelles raisons le gouvernement actuel en donne pour exclure le président Tidjane Thiam. Et nous avons expliqué aussi, et aussi nous avons donné des informations qu'ils avaient, et je pense que le lobbying est très positif, et nous attendons donc les impacts. Très positif. Donc, j'ai envie de vous demander, en quoi est-ce que cette mission-là sera bénéfique pour le PDCI-RDA? Non pas seulement pour le PDCI-RDA, mais pour la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, dans le contexte actuel de la sous-région, la Côte d'Ivoire reste un élément, un pays important pour la stabilisation de la sous-région. Et la Côte d'Ivoire ne doit pas créer des conditions favorables à une déstabilisation. Et nous pensons que aujourd'hui, et nos interlocuteurs l'ont compris, que tel que nous allons, les conditions que nous avons eues en 2010, en 2002, jusqu'à aujourd'hui, qui ont créé des crises en Côte d'Ivoire, ces conditions sont pratiquement les mêmes réunies. Donc si nous ne trouvons pas de solution maintenant, nous allons droit dans le mur et ça peut créer une déstabilisation de notre pays et de la sous-région. Le seul espoir qui reste aujourd'hui pour relancer la coopération régionale, le développement économique et la stabilité de la sous-région. Donc nous avons donné des raisons avec des éléments à l'appui, des chiffres à l'appui, des faits à l'appui, des documents à l'appui. Et je pense que nous avons convaincu certains qui n'étaient pas très au courant des réalités et attendons que nous voyons l'Union européenne, la Commission européenne, le bilatéral en Belgique. Et après la Belgique, nous sommes allés en Allemagne. Vous savez que notre un parti partenaire, c'est la CDI, le parti de Madame Merkel, qui après avoir passé 3 ans dans l'opposition est revenu au pouvoir, qui est un parti avec une correspondance régulièrement, qui a une même vision de développement économique et social que nous. Et nous sommes allés jusqu'à la Bundestag, c'est-à-dire au Parlement européen. Ça fait bien de partir en tant que parlementaire pour voir comment le Parlement joue un rôle important dans les pays développés. Et nous avons rencontré les hautes personnalités de ce parti, qui sont un parti ami, et nous avons donc discuté non seulement de la démocratie, des programmes de développement économique qui impactent l'homme, et surtout, quel sera l'apport de la Côte d'Ivoire dans le développement de la sous-région pour éviter l'immigration qui était un problème important pour les Européens. Donc, nous pensons, alors qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est le deuxième pays d'immigration, où on fait l'immigration en France, c'est le pays où on se suscite de plus en Afrique,
C'est le pays où on a le plus un taux élevé de pauvreté et ce sont des éléments qui contribuent à la migration vers l'Europe. Et comment le PDCI RDA, parti pratique qui a géré ce pays pendant des années, qui est un parti qui fait un libéralisme de droite, mais qui fait un social de plus hardi, qui permet aux jeunes, aux femmes, aux populations de rester sur place et de bénéficier des fruits de la croissance. Voilà comment le PDCI RDA s'est positionné comme parti alternative, comme une alternative crédible et plus importante que ce qu'on fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je crois que notre message a été bien compris. Vous connaissons, nous n'avons aucun doute. Avant de terminer sur ce chapitre-là, nous voulons savoir quel est l'état d'esprit de notre champion, le président Cheikh Tidiane Diaye. Le président Tidiane Diaye est serein. Sa sérénité même est troublante. Et ça, je peux vous le dire. Et il est rassuré que pendant qu'il travaille à l'extérieur, il y a une équipe sur place qui maintient la maison et qui fait la pression. Et la pression, c'est laquelle? C'est des manifestations démocratiques pour exprimer nos volontés, notre point de vue sur les aspects des élections électorales, mais aussi permettre de relever les incohérences, les faiblesses du pouvoir en place, qui avaient fait comprendre à tout le monde entier qu'ils ont un bilan inattaquable. Et c'est ce bilan-là que nous voulons attaquer. Et pour éviter que nous relevons chaque jour les incongruités, les faiblesses au bilan, il parle à deux problèmes, il veut éliminer tout le monde. Et madame, nous allons y revenir. Voyez-vous, c'est un parti qui a du mal à respecter les règles. L'actualité au PDCI est meublée par la convention du 16 avril, suite au bureau politique du 5 avril 2025. Toujours dans le processus électoral, nous parlerons du retrait des partis politiques de l'opposition et spécialement du PDCI RDA de la CEI, retrait diversement interprété. La santé et l'éducation feront l'objet de nos échanges avec nos analystes. Nous sommes aujourd'hui avec deux invités. Le premier, Dr Chérif Ousmane, médecin urgentiste, secrétaire national aux affaires extérieures de la JPDCI urbaine, analyste politique. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous allez bien? Nous sommes toujours avec notre invité maison, l'honorable Bredoumi Soumaïla, secrétaire exécutif adjoint en charge de la communication, porte-parole du parti. Il est aussi docteur et agropédologue. Bonjour, monsieur le SE. Bonjour, madame. Devrais-je honorable ou docteur? Les deux. D'accord, donc on va aller en docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci pour votre présence sur PDCI TV. Après le coup d'État, l'ensemble de l'opposition, y compris le RDR, a dit qu'il fallait une commission électorale, soi-disant indépendante, qui devait jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, on arrive à un moment donné que la question même de l'indépendance de cette commission se pose à tout le monde. Cette commission est moins indépendante que le ministère de l'Intérieur en son temps. Donc, ça repose tout le problème fondamental de qui doit organiser les élections, à qui on doit faire confiance. C'est tout le problème, la problématique se pose aujourd'hui. Et je pense qu'il faut y penser. Docteur Ousmane, partagez son avis. Oui, bien sûr. Il y a depuis un certain moment une certaine arrogance que la commission électorale indépendante, je ne sais même pas si on doit l'appeler encore indépendante, comme le porte-parole l'a dit, c'est mieux de l'appeler CED que de l'appeler CEI. C'est une commission électorale dépendante du RHDP. Dans cette commission-là, la présence des partis politiques d'opposition tend à légitimer quelque chose qui n'est pas légitime. Si nous continuons à rester dans cette commission électorale indépendante, ça va donner l'impression à l'opinion nationale et internationale que cette commission-là est participative, comme si les partis d'opposition avaient leur mot à dire. Quand on pose une question à la CEI, finalement, c'est le RHDP qui répond en premier. Rappelez-vous, lorsque nous avons demandé une RLE en 2025, avant même que la CEI réponde, c'est le RHDP en conférence de presse qui dit qu'il n'y aura pas de RLE de 2025. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas de commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Pour le moment, cette commission-là, elle est dépendante. Et rappelons aussi que les partis politiques d'opposition ont tous fait des récriminations sur cette liste électorale. J'ai aimé le petit mot qui a été dit par M. Apollos Dante, le vice-président du FPI, qui a appelé l'autopsie de la liste électorale. Autopsie, c'est vraiment un bon mot qui dépeint un peu ce que c'est que cette liste électorale. C'est une liste électorale moribonde. Elle est décédée, cette liste électorale. C'est son autopsie que nous sommes en train de faire. 70% de la liste électorale ne respecte pas l'article 7 du Code électoral. Donc, avec cette liste-là, si nous décidons d'aller à une élection, ce serait de légitimer ce qui serait j'allais dire un maquillage électoral. Ça veut dire qu'on risque de vivre 2020. On risque de revivre 2020 et peut-être même en pire, parce que encore en 2020, il y avait une certaine, j'allais dire, nouveauté de la chose.
Mais aujourd'hui, on sait déjà un président qui sort d'un 3e mandat contesté, on est dans un 4e mandat, on sait déjà comment ça s'est passé la première fois, on sait comment ça peut se repasser. Donc, c'est méchant d'exposer la population à de tels risques. Il faut que la commission électorale décide d'échanger avec les partis d'opposition. Il faut que le président de la République, à travers le chef du gouvernement, décide d'ouvrir le dialogue politique. En Côte d'Ivoire, rien ne peut se résoudre sans dialogue. On ne peut pas être si arrogant en disant tellement on est fort, on ne veut même pas ouvrir le dialogue politique. Je rappelle qu'il y a cette belle phrase qui dit que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Ce n'est pas parce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir que vous allez refuser le dialogue politique. Ce n'est pas parce que vous pensez être fort aujourd'hui, vous pouvez être aujourd'hui au pouvoir et demain dans l'opposition. C'est ce qui risque d'arriver au RHDP en 2025. Oui, mais je veux dire, porte-parole, les conséquences de ce retrait, parce que des porte-paroles, en fait, ceux qui ont parlé au nom du RHDP, récemment, ont dit qu'avec ou sans l'opposition, les élections auront lieu. Vous savez, c'est ce qu'ils pensent. Madame, rappelez-vous, sur cette même chaîne, j'ai interpellé les leaders religieux et les chefs traditionnels. Je constate qu'on veut les convoquer. Plutôt qu'eux-mêmes prennent l'initiative de rencontrer, ça fait deux choses. C'est les chefs religieux qui veulent eux-mêmes prendre l'initiative pour dire on vous rencontre. On ne va pas les convoquer. Infantiliser, d'aller voir des chefs religieux qui sont normalement indépendants, on dit venez. C'est pas ce que nous on attendait. On attendait qu'eux-mêmes ils viennent, ils demandent à la CEI et que le bal soit mis à terre pour qu'on aille. Voyez-vous, madame, j'ai entendu certains responsables, soi-disant responsables du RDR, dire que oui, c'est la même CEI qui a fait que vous avez des députés. Donc on devait les retirer. Mais cette même CEI a créé des problèmes pour voir un président mal élu. Donc ce président aussi doit se retirer. Voyez-vous, c'est les conséquences qu'il faut voir. Ce n'est pas parce qu'on a participé. Si je vais vous raconter l'histoire, j'aurai l'occasion de comment on a participé aux élections législatives 2021. C'est suite à la rencontre du 9 décembre 2020 au Golf Hotel avec le président Bédié, qu'un accord, un accord de principe a été acquis, qu'il fallait qu'on aille à l'Union pour revoir tous ces tests-là. Et le principe, c'est pour qu'on sache le poids électoral minimal de ceux qui devaient être dans ce format, c'était aller aux élections de 2021. Sinon, une bonne partie des militants du PDCI ne voulaient pas de cette élection de mars 2021 pour légitimer l'élection qui est une mauvaise élection. Moi, je suis allé battre campagne pour la révision de la Constitution en 2016. Madame, il n'a jamais été question qu'on devait aller mettre en place une troisième république. Jamais. Il n'a jamais été question qu'on devait remettre le compteur à zéro. Ça n'a pas été dit ça. C'est un abus de confiance que nous avons utilisé et qu'après coup, on se prend même loi pour l'interpréter. Le troisième mandat, je le dis, moi j'ai été porte-parole du président Bédié et porte-parole d'Idiam. Les deux reconnaissent que c'est un troisième mandat illégal. Ça, je le dis. Maintenant, la suite, nous avons des stratégies. Ils n'ont qu'à utiliser la force. Il n'y a pas quelqu'un de plus fort que Dieu. Merci. Docteur Ousmane, quelles conséquences pour la jeunesse? Déjà, la jeunesse qui a été instrumentalisée pendant des dizaines d'années dans des guerres dont on cherche jusqu'à aujourd'hui les auteurs. Je rappelle que le président de la République avait dit, quand il était en campagne, qu'il allait ouvrir une enquête pour retrouver qui a financé, qui a organisé la rébellion. Jusqu'à aujourd'hui, 15 ans après, on ne sait pas vraiment qui a financé la rébellion. Donc, la jeunesse a connu ça. Et quand on a fini de connaître ça pendant toutes ces années, aujourd'hui encore, en 2025, on expose la jeunesse à des troubles. Vous savez, quand il y a des troubles, le premier perdant, c'est la jeunesse d'un pays. Il n'y a pas un deuxième perdant. Le principal perdant, c'est la jeunesse d'un pays. Il y a aussi les femmes. Hein? C'est vrai que les femmes perdent aussi, mais même quand les jeunes perdent, il y a aussi des femmes parmi ces jeunes-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que on expose trop la jeunesse à ces conflits-là. On instrumentalise la jeunesse. Aujourd'hui, le taux de chômage, le président Tidiane Thiam l'a rappelé, sur une chaîne étrangère, le taux de chômage est pratiquement à 50% dans certains endroits de la Côte d'Ivoire. C'est grave. Aujourd'hui, regardez comment le ministère de la Jeunesse lance la foire de l'emploi. On prend des jeunes, on les envoie quelque part à Trècheville, on crée une foire de l'emploi après 15 ans, après avoir fait plusieurs programmes qui ont échoué. On crée une foire de l'emploi. Une fois qui sera répétée chaque 3 mois jusqu'à l'élection présidentielle, comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été résolu depuis ces 15 années et que c'est maintenant que nous devons
nous devons résoudre cela. Donc, quand vous avez une jeunesse comme ça qui a été maltraitée pendant ces 15 dernières années et que c'est maintenant que le gouvernement s'empresse parce qu'il y a une élection qui va se faire dans quelques mois, le gouvernement s'empresse pour essayer de trouver de l'emploi à ces jeunes-là. Forcément, quand il y aura un conflit, ce sont ces jeunes-là qui vont en mourir. Rappelez-vous aussi qu'en 2020, 87 personnes ont perdu la vie dans un conflit post-électoral. Et parmi ces 87 personnes, notre frère Toussaint, dont on a coupé la tête, dont on a joué pratiquement comme un ballon de football avec. Donc, ce sont des jeunes qui payent le lourd tribut quand il y a des conflits. Et donc, nous demandons au président de la République ainsi qu'à toute la classe politique d'ouvrir le dialogue politique. Parce qu'on ne peut pas être suffisamment, j'allais dire, arrogant jusqu'à ce point de dire on fait ce qu'on veut, on ne calcule pas ce que l'opposition demande. Docteur Bridjou Soumaïla, y a-t-il espoir? Oui, il y a espoir parce que le président Houphouët-Boigny nous a enseigné que quand il n'y a pas de solution humaine, il y a une solution divine. Donc, il aura espoir et je pense qu'il y a espoir. Je pense que, comme il a dit pour les jeunes, c'est un peu dommage parce que la jeunesse actuelle, elle n'est pas bien formée, elle n'est pas bien éduquée, elle subit la drogue, le chômage et la pauvreté. Dans un tel contexte, il est difficile de s'élever au-dessus de ces contingences immédiates et de se considérer en être pensant, comme l'a dit Houphouët lui-même. Donc, nous avons espoir que le sursaut national fera que le pouvoir va se plier, va comprendre que la Côte d'Ivoire a changé, qu'il faut laisser une Côte d'Ivoire en bonne santé, une Côte d'Ivoire équitable, une Côte d'Ivoire où le choix se fait par le peuple, non pas par une minorité. J'ai espoir pour ça. Est-ce que les Ivoiriens sont heureux aujourd'hui qu'il y a autant de PDCI qu'il y a de... Les Ivoiriens vont répondre. Est-ce qu'on peut leur donner 5 ans encore un parti corrompu, un parti de tribalistes, un parti qui ne respecte pas sa chose? C'est ça que les Ivoiriens vont répondre. Laissons les candidats être candidats et laissons le peuple décider. Oui, laissons le peuple décider, mais le peuple doit être en bonne santé. Parlons santé. Je l'ai dit à l'entame, l'accès aux soins permet un développement personnel, prospère et harmonieux. Docteur, votre analyse du système de santé en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Déjà, avant de répondre à votre question, il y a un petit thème qui attire mon attention, accès aux soins de santé. C'est un thème qui est très important parce que l'OMS définit l'accès aux soins de santé comme étant l'accès à un patient pour une maladie connue aux soignants qui traitera sa maladie. Le gouvernement fait une grande communication avec ce mot-là, mais de façon erronée, en disant 80% de la population a accès aux soins de santé à moins de 5 km. Ce qui n'est pas vrai. Ils ont accès à un hôpital et puis accès à un soin de santé, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir accès à un hôpital, mais tu n'as pas accès à celui qui doit te soigner. Si tu es diabétique, que tu rentres dans un hôpital, tu vois un infirmier qui ne connaît rien de la diabétologie, tu as accès à un hôpital, mais tu n'as pas accès aux soins de santé. Pour dire que le gouvernement fait beaucoup de politique là. Ça, nous l'avons répété plusieurs fois. Le gouvernement met des choses en avant qui en réalité ne représentent rien dans le système de santé. Et en réalité, quand les patients, ou bien quand eux-mêmes qui sont parfois dans leur moment perdu, quand ils passent dans les hôpitaux, ils se rendent compte que ce qu'ils ont mis n'est pas suffisamment bon pour la population. C'est pourquoi la majorité des gens du gouvernement, et je ne vais pas citer tous les noms, mais la majorité des gens du gouvernement ne se soignent pas dans les hôpitaux ivoiriens. Chez nous, on dit que la meilleure façon de voir qu'une femme a préparé une bonne nourriture, c'est de voir comment elle goûte la nourriture. Si tu vois qu'une femme refuse de goûter sa nourriture, elle va manger au restaurant dehors, il faut te dire que la nourriture n'est pas de bonne qualité. Donc, les gouvernants ivoiriens ne se soignent pas dans leurs propres hôpitaux. Donc, on évalue un système de santé de 5 façons, avec 5 indicateurs. Il y a le financement, il y a les infrastructures, il y a la satisfaction de la population, il y a les ressources humaines et enfin, il y a la gouvernance. Donc, ce sont les 5 indicateurs-là qu'on évalue. Le gouvernement fait un travail qui est assez extraordinaire. Ils prennent que les infrastructures et puis ils mettent en avant. On a rénové tel nombre d'hôpitaux, on a rénové tel nombre d'hôpitaux. Mais prenez tous les 5 infrastructures, il y a un échec pratiquement dans les 4 autres indicateurs. Même l'infrastructure, si on va au fond, vous allez voir qu'il y a un échec aussi. Mais on va prendre d'abord les 4 autres. Le financement. Le traité d'Abuja nous dit que tous les gouvernants, tous les États doivent financer au moins à 15% leur système de santé. La Côte d'Ivoire a ratifié, volontairement la Côte d'Ivoire a ratifié sur le budget global. Le budget de la santé doit être de 15% sur le budget global. Actuellement, nous sommes à 4,7%. On n'est même pas, c'est-à-dire que la moitié de 15 là, on n'est même pas encore arrivé à ça. Donc, en termes de financement, c'est d'abord un échec. Personne ne peut discuter sur ça. Satisfaction de la population. Il y a plusieurs enquêtes
qui ont été réalisés qui montrent que la population n'est pas satisfaite des hôpitaux. Ce matin même avant de venir, on m'a transféré une vidéo d'une dame qui se plaignait d'une couveuse. Il y avait pas de couveuse dans un hôpital à couper et on voulait transférer son enfant dans un autre endroit et l'enfant est décédé sur la route. Ça, ce sont des choses que nous, on entend presque tous les jours. Le système de santé ne satisfait pas la population. Vous pouvez en voir les échos sur les réseaux sociaux, les gens qui se plaignent tous les jours. Au niveau de la gouvernance est complètement catastrophique. Ça serait trop long d'expliquer, mais aujourd'hui, les décideurs ne comprennent pas le système de santé. Eux-mêmes ne comprennent pas. On a pris des hôpitaux qui étaient des hôpitaux généraux, on leur a donné le nom de CHU. Prenez le CHU d'Angré. Le CHU d'Angré avait été construit à la base pour être un hôpital général. Et le président Alassane Ouattara, quand il est venu, il a changé le nom, on appelait CHU d'Angré. Mais quand vous changez le nom, là, ça ne change pas ce qui est dedans. Ça a été créé pour être un hôpital général. C'est pour ça qu'il n'y a pas de service de PPH au CHU d'Angré. C'est pour ça qu'il n'y a pas de service de neurochirurgie. C'est-à-dire que si vous faites un accident juste devant le CHU d'Angré, que vous avez du sang dans la tête, ce qu'on appelle un hématome extradural, si on vous fait rentrer au CHU d'Angré, on ne peut pas vous soigner. Bien que ce soit un CHU. C'est-à-dire CHU, c'est le dernier niveau de la pyramide sanitaire. Donc, on est en train de faire du vuvuzela avec la population. Les gens se plaignent, il y a beaucoup de pertes en vies humaines parce que le gouvernement communique très mal. Donc, sur tous les autres domaines, il y a aussi des échecs. Mais je vais parler des infrastructures quand même parce que le gouvernement communique beaucoup sur les infrastructures. Quand on fait les débats avec leurs communicants, ce sont les mots qu'ils répètent. On a construit tel nombre de CHU, on a construit tel nombre d'hôpitaux. Les hôpitaux qui sont construits en Côte d'Ivoire sont dans quel état? Les laboratoires, parfois, je prends le cas d'un CHU qui a été rénové récemment, un CHR qui a été rénové récemment, le CHR de San Pedro à l'intérieur du pays. 2 mois successifs, on ne peut pas faire durer créate. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si un malade a une insuffisance rénale. Comment vous pouvez comprendre qu'on dit on a rénové un hôpital alors qu'on n'est pas capable de faire un minimum d'examens? Au-delà de ça, dans ma région, dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'IRM. C'est-à-dire, Amman, toute la région de l'ouest, la région des montagnes, la région du Bafing, il n'y a pas d'IRM à l'instant où je suis en train de vous parler. Donc, si un malade fait un AVC dans cette région-là, c'est un malade qui est condamné parce que c'est avec l'IRM que le médecin peut savoir c'est quel type d'AVC pour pouvoir soigner le malade. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre, je suis en train de vous expliquer que le système de santé en Côte d'Ivoire est catastrophique. C'est pourquoi je dis, je comprends que nos gouvernants ne se soignent pas dans leurs hôpitaux. Moi, je les comprends. Parce que quand vous savez ce que vous avez préparé pour votre peuple, vous ne pouvez pas vous soigner. Ils ne peuvent pas se soigner. Même quand ils auront un minimum de maladies, ils seront obligés d'aller à l'étranger. Parce qu'en réalité, le système actuel, il est très mauvais. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.